Tu vas avoir un gage. Au bout de la 14e fois, tac, il n'y a pas de souci, tu payes une bouteille de champagne. Il faut que je sois plus concis alors. J'ai remarqué un bug dans la scène. C'est pas une seule chose qui est à expliquer, mais ça en est sûrement plusieurs. D'abord, la Villa Noailles, c'est une histoire. C'est Charles et Marie-Laure de Noailles qui décident de commander une petite maison intéressante à habiter il y a 100 ans, en 1923, à un très jeune architecte français, Robert Mallet-Stevens, de construire cette maison pour venir passer des hivers doux ailleurs sur la colline du château. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est d'y avoir invité tous les plus grands artistes du XXe siècle. Presque, on pourrait dire qu'il n'en manque pas un seul. Man Ray qui tourne un film, Alberto Giacometti qui fait sa première grande sculpture, Salvador Dali qui fait des portraits, Christian Bérard qui fait des portraits, Charlotte Perriand qui fait une table de jeu, Robert Mallet-Stevens qui fait du mobilier, Pierre Charot qui fait du mobilier. Enfin, voilà, la liste est absolument infinie. Et c'est ça qui fait de ce lieu une histoire singulière, extraordinaire, une histoire française. Dans un documentaire sur Charles et Marie-Laure de Noailles, on dit que ce sont deux personnages de romans qui ont vraiment existé, et c'est vrai. Je pense qu'ils auraient adoré vivre les moments qu'on vit aujourd'hui, en dehors des galères de la vie contemporaine. Donc voilà, la Villa Noailles, c'est avant tout une histoire magnifique, de 1923 jusqu'à la mort de Marie-Laure de Noailles en 1970. Et puis ensuite, c'est une histoire publique de 1973 à aujourd'hui, donc presque 50 ans. 50 ans privé et 50 ans public, c'est ça qui est beau aussi. Et c'est devenu une institution culturelle au fil du temps, achetée par la ville en mars 1973. Le centre d'art ouvrira tel qu'on le connaît aujourd'hui en mars 2003, donc il y a pile 21 ans. Et c'est l'institution dans laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est une institution qui promeut la jeune création en France et dans le monde. C'est la colonne vertébrale de notre action à l'intérieur de cette institution. Et puis aussi la particularité de cette institution Villa Noailles, c'est qu'elle est financée par de l'argent public, mais aussi par de l'argent privé. Bon, j'aime pas par définition trop parler de moi, donc je vais plus parler de à quoi sert un directeur. Bon, et puis je vais aussi un peu parler de moi. En fait, moi je suis un jeune Irois autodidacte, ça veut dire que j'ai jamais fait d'études, j'ai jamais appris à faire ce que je fais. C'est important pour les jeunes peut-être qui nous regarderont, parce que ça veut dire que dans notre pays, il y a à peu près tout qui est possible, j'en suis persuadé, pourvu que ça dure. J'ai créé d'abord un festival qui fêtera ses 40 ans l'année prochaine, j'espère, qui s'appelle le Festival international de mode, de photographie et d'accessoires de mode ailleurs, qui est devenu une institution mondiale. C'est le seul festival pour les jeunes créateurs de mode dans le monde. C'est le plus ancien aussi concours de jeunes créateurs dans le monde. La ville d'Hyères m'a demandé de faire un projet pour ce lieu en 1990 à peu près, puis ensuite en 2002. Et du coup, mon rôle, c'est de faire normalement la programmation artistique de ce lieu, mais aussi de trouver les financements en particulier, de faire des relations publiques pour que ça marche, de parler avec les artistes, de les convaincre à certains moments de venir faire des projets ici, et puis de gérer l'équipe aussi de la Villa Noailles. On est une trentaine de personnes aujourd'hui. On peut monter jusqu'à 200 personnes pendant les festivals, donc c'est beaucoup. Et voilà, donc c'est un peu ça mon rôle, faire la programmation artistique, trouver de l'argent et faire en sorte que ça tourne le mieux possible. S'assurer aussi, c'est important, que ce lieu d'art contemporain, centre d'art contemporain d'intérêt national, on a été le premier labellisé en France, accueille le plus de public possible. On a eu 225 000 visiteurs l'année dernière, c'est un record pour nous. Donc faire en sorte aussi, et c'est mon rôle, que ça soit très largement ouvert sur tous les publics, les petits, les pitchouns, les grands, les jeunes et les vieux aussi, comme moi. Et c'est important que ça soit intergénérationnel et que tout le monde se sente bien dans ce lieu. C'est un lieu ouvert, c'est un lieu public et ça doit le rester et ça doit vivre comme cela. Le festival de mode, dans tous les cas, est né d'une volonté de faire en sorte qu'il ne faille pas être la fille de, le fils de, la cousine de, la copine de, la filleule de, machin ou machin pour travailler dans la mode, mais que ça soit avant tout le talent qui soit récompensé. Donc ça, c'est la base même qui a prévalu à la création du festival de mode. Donc ouvrir
et donner la possibilité à tous les talents du monde entier de pouvoir s'exprimer dans de bonnes conditions. Elles ne sont pas encore optimales, on pourrait faire mieux que ça. Dans tous les cas, on essaie d'avoir des conditions les plus optimales possibles. Ça, c'est pour la mode. Et puis ensuite, le festival de design, Design Parade d'hier, et le festival d'architecture d'intérieur, Design Parade Toulon, sont venus après, presque 10 ans après. C'est un peu pour les mêmes raisons. Ça veut dire que c'est donner sa chance, quand on sort de l'école, d'avoir un concours et une manifestation, un festival en l'occurrence, qui donne des possibilités que l'on ne peut pas trouver ailleurs, seul. Donc ça veut dire accompagner, aider, promouvoir, supporter, donner des moyens à des jeunes qui sortent de l'école, parce qu'on sait qu'après l'école, c'est souvent très compliqué. On dit souvent qu'il y a un trou d'air après la formation, et c'est vrai, on l'a tous vécu, on va tous le vivre. Et du coup, ce centre d'art, il est fait pour ça, il est là pour ça, pour donner des moyens de rencontrer les meilleurs professionnels possibles pour que la carrière professionnelle démarre le mieux possible. Ça veut dire que si vous passez par les festivals de Hyères ou de Toulon, eh bien, vous avez des possibilités qui vous sont offertes que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Si vous gagnez des prix pendant le festival de mode, vous pouvez aller travailler au métier d'art de Chanel, vous pouvez aller travailler chez Hermès, collaborer, vous pouvez aller travailler avec American Vintage, vous pouvez travailler avec Keaton et Sheriff pour la production d'expositions de photos, vous pouvez travailler avec la librairie Setel qui appartient à Chanel pour le concours photo aussi. Pendant Design Parade, si vous gagnez, vous allez 1 an en résidence à la Manufacture nationale de Sèvres et aussi 1 an en résidence au CIRVA, le centre de recherche sur le verre à Marseille. Si vous gagnez le Festival de Toulon, vous pouvez gagner un prix visuel merchandising pour faire des vitrines avec la maison Chanel. Vous pouvez aller 1 an en résidence au Mobilier National, à l'atelier de recherche et de création, et vous pouvez gagner le Grand Prix Design Parade Toulon, Van Cleef & Arpels, et collaborer avec cette maison. Donc voilà, ce qu'on essaie de faire et que je continue d'essayer de faire le plus possible, c'est que ces concours permettent des rencontres que sans eux, les jeunes ne pourraient pas faire. On dit souvent que c'est un tremplin pour la jeune création. Voilà, c'est un mot un peu lieu commun, mais je crois que c'est assez juste. Ça permet à ces jeunes de rencontrer les meilleurs professionnels possibles durant ces festivals. Ben non, parce qu'ils ne le savent pas. Les candidats concourent pour le festival sans savoir qui est le président du jury, puisque on annonce le président du jury en même temps que les candidats sélectionnés finalistes. Donc s'il y a un effet waouh, c'est sur ce qui s'est passé avant et pas sur ce qui va se passer, parce qu'ils ne le savent pas. Mais oui, on espère que la renommée des concours et des festivals de Hyères et de Toulon est suffisamment importante pour qu'elle donne envie dans les écoles ou à la sortie des écoles de participer. Ça ne sélectionne pas les partenaires. Je vais dire un truc que je déteste par-dessus tout, sont les tableaux Excel. On ne fait pas des festivals avec des règles. J'aime pas les règles en général. Mais on ne fait pas un festival avec des règles. Et du coup, on ne peut pas dire, si on veut un partenaire comme ça, on va appliquer telle recette. Quelque part, ça pourrait être facile de se dire, si on veut un tel ou un tel, on va appliquer cette règle-là. Mais ça ne marche pas comme ça. Et c'est un ensemble de choses qui font que des partenaires privés, publics, locaux, pas locaux arrivent. Je pense que l'envie et l'espoir, et Dieu sait si on a besoin d'envie et d'espoir aujourd'hui, l'envie et l'espoir que génère un centre d'art comme le nôtre, ça attire d'une certaine manière des partenaires. Mais c'est un ensemble de choses. Ça veut dire que si on a bonne presse, on a plus de chances d'avoir des partenaires. Si on a beaucoup de public, on a beaucoup plus de chances d'avoir des partenaires. Si tout le monde dit que ce qu'on fait est super, on a plus de chances d'avoir des partenaires. Et voilà, il y a une alchimie qui se met en place qui fait que, parce que Chanel est notre grand partenaire, parce qu'un tel est notre partenaire local, eh bien ça va donner envie à d'autres de venir aussi. Donc voilà, il n'y a pas de règles qui s'appliquent et il n'y a pas de règles qui peuvent s'appliquer. Nous, on aime bien travailler avec les partenaires en direct. On n'aime pas trop passer par des agences de com, comme c'est souvent le cas, qui font un espèce de filtre avec nous. Ça arrive. C'est le cas de notre nouveau partenaire sur Design Parade d'hier, qui est Porsche cette année. C'est la première fois que Porsche est partenaire du festival. C'est par une agence de com que ce partenaire est arrivé, mais c'est assez rare pour nous. Donc nous, c'est plus, on pourrait dire, au feeling et à la rencontre, et on aime bien les êtres humains. On aime bien, comme les artistes,
On aime bien les artistes vivants et travailler avec eux. Pour les partenaires, on aime bien des partenaires vivants et de discuter, de travailler avec eux. En fait, c'est le matériau qui a fait le développement du partenariat. C'est-à-dire que quand on doit construire une salle de bain de l'hôtel Morgans à New York en carreaux de 10-10 ou de 15-15 noir et blanc, forcément, vous imaginez si j'allais demander à quelqu'un d'autre que Bob Carrelage, tiens, vous ne voudriez pas... Vous voyez, on me propose cette idée, il faut faire une salle de bain noir et blanc. La première personne à qui je pose la question, c'est à Bob Carrelage. Après, libre à lui de dire oui, non, mais c'est naturel que dans le cadre du partenariat qu'on a développé, moi j'aime bien la fidélité, en amitié comme en partenariat. Donc on lui pose tout de suite la question. Et évidemment, il dit oui tout de suite parce qu'il y a aussi un développement de la société sur les Alpes-Maritimes et que je pense que ça l'intéresse, qu'il adore le projet André Poudman. Et voilà, c'est un ensemble de choses. C'est pas un tableau Excel, c'est pas un truc gravé comme ça, écrit. Il y a une question, il y a une réponse et il peut pas y en avoir d'autres. C'est un ensemble de choses qui font que ça devient possible et surtout ça devient intéressant. Comme c'est souvent le cas dans ce que j'ai construit dans ma vie professionnelle, c'est la naissance, comme on pourrait dire, d'une amitié. Ça veut dire qu'au début, il y a un intérêt commun bête, basique, on pourrait dire, pas bête, basique plutôt, entre quelqu'un qui vend du carrelage et nous qui faisons un festival d'architecture d'intérieur. Donc naturellement, c'est facile d'imaginer que ça se marie. Sauf que tout de suite, ça s'emballe dès la première année. Ça veut dire que la première année du festival, c'est India Madhavi qui est présidente du jury. Franck Lapointe, le patron de Bob Carrelage, se dit tout de suite, c'est génial, il doit adorer, j'imagine, j'en ai jamais parlé avec lui, que ce soit India Madhavi qui soit la présidente du jury. Et du coup, j'ai un souvenir d'un portrait des deux, India et Franck ensemble, qui a fait le tour de la blogosphère. Et c'était comme si c'était comme un lancement. Et du coup, depuis cette première édition, ça s'est jamais arrêté. Et ça on est toujours monté plus ou moins d'un cran. Des fois avec des incompréhensions, parce qu'on fait pas le même métier. Il y a d'un côté une entreprise et de l'autre côté un centre d'art culturel. Donc du coup, des fois, il y a des choses qui marchent pas de la même manière. Mais on a réussi avec le temps à dépasser ce genre de choses et à construire quelque chose. Et encore une fois, la salle dans laquelle on est, elle est l'illustration de ce qu'on a pu construire ensemble. C'était la salle dans laquelle était présenté Ronan Bouroulec l'année dernière. C'est grâce à Bob Carrelage qu'on connaît, qu'on travaille avec Mutina en Italie aussi. Du coup, c'est une construction qui est basée sur l'humain, sur l'amitié qui s'est développée avec le temps et qui, d'une chose relativement basique, un intérêt commun entre un business et un événement culturel, s'est développé au-delà de ça et est devenu une histoire de camaraderie et d'amitié très sympathique. Après, le truc, c'est que moi, je ne peux pas parler à la place de Franck. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je n'aurais pas a priori rencontré Mutina si Franck ne me les avait pas présentés. Ou c'est un peu comme je disais tout à l'heure, peut-être ça m'aurait pris 10 ans, alors que là, ça a pris 10 minutes. Après, des fois, j'y pense aussi. Je me dis, comment ce que le festival fait, ça peut influencer le business de boîtes comme Bob Carrelage. C'est passionnant de se dire qu'en construisant un événement culturel, ça peut donner du business supplémentaire à une entreprise locale. Nous, on a 6 millions d'euros de budget chaque année. Il doit y avoir 80% de ces 6 millions qui sont reversés dans la métropole de Toulon. Ça veut dire qu'on crée de la richesse localement, à notre échelle, mais on entretient une forme de richesse locale grâce à nos financements publics et privés. Mais des fois, quand Bob Carrelage, par exemple, poste des architectures d'intérieur qu'ils ont réalisées, je dissèque un peu, je fais comme une radiographie et je me dis, tiens, qu'est-ce que le festival qu'on fait a pu inspirer dans tel ou tel intérieur qui a été fait après. Et je me suis posé exactement la même question avec la mode. Si vous transposiez 40 ans à hier, avant que le festival n'existe, il y a peut-être des jeunes qui ne se seraient jamais habillés comme ils s'habillent aujourd'hui si le festival ne s'était pas déroulé dans leur ville. Donc j'espère profondément que ce que l'on fait, ça donne du plaisir aux gens, c'est le but. Ça leur donne une culture supplémentaire, c'est le but. Mais ça les influence aussi pour faire des choses chez eux, dans leur vie. Et ça peut être dans les deux sens. Vous voyez, Franck m'a fait découvrir Mutina que je ne connaissais pas. Et nous, on lui a sûrement fait découvrir des gens qu'il ne connaissait pas non plus.
Et c'est ça qui est intéressant, cette espèce d'échange, business ou pas business. C'est pas le sujet. La vie, c'est ça. La vie, c'est des rencontres, c'est des partages. Je parlais de générosité tout à l'heure. Il y a une forme de générosité dans le fait de partager des jeunes artistes, de partager des partenaires, de partager des amitiés. Moi, c'est ça qui me plaît. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai 60 ans. J'ai donné 40 ans de ma vie à la cause publique pour que les gens découvrent des choses. Et beaucoup des gens que j'ai accompagnés, aidés, rencontrés sont devenus des gens que j'aime. Et habituellement, dans la vie professionnelle, ça ne se passe pas normalement comme ça. C'est-à-dire que vous faites votre métier, vous rentrez chez vous à 4 heures, vous oubliez ou vous oubliez pas ce que vous avez fait dans la journée. Moi, j'ai jamais oublié. Ça a été tout le temps ma vie. Night and day. Ça veut dire que j'arrivais ici sans jamais avoir pensé une seule seconde que je travaillais. Et du coup, les artistes pour lesquels je faisais des projets ou le public pour lequel je faisais ce lieu, ils ont toujours été là. Ça me réveille la nuit, ça me donne des angoisses, mais ça me donne aussi immensément du plaisir. Et c'est ma manière de faire les choses. Je sais bien que la personne qui sera après moi fera sûrement les choses d'une autre manière. Et c'est la vie, elle est là comme ça aussi. Et ça ne me pose strictement aucun problème. Mais moi, j'ai décidé un peu de vivre avec ça. Mes enfants disaient que c'était un peu leur maison ici, ce qui n'était pas du tout le cas. Mais j'ai presque autant été marié avec la Villa de Noailles qu'avec la mère de mes enfants ou avec mon mari aujourd'hui. Ça faisait partie de la famille. Ouais, c'est comme ça. C'est ma manière de faire, mon choix. Et ça a donné des choses peut-être qui n'auraient pas existé si j'avais pas fait ça. Et donc ça a généré des amitiés fortes qui, sans cette manière de faire, n'auraient sûrement jamais pu exister. 1, 2, 3. Clap de fin.